Arrivé en Angleterre le 23 juin 1943 et attaché comme Los Angeles City Limits au 381e Bomb Group, la forteresse volante immatriculée 42 29 928, moins chanceuse que la précédente, peut-être parce qu'elle n'a pas encore reçu de nom de baptême, n'aura le temps d'effectuer que 2 missions avant d'être abattue au-dessus de la forêt d'Andenne le 4 juillet 1943, jour de la fête nationale américaine, par des chasseurs allemands. Pour savoir comment les choses se passent à bord d'une forteresse volante mortellement atteinte, dans les brefs instants précédant sa dislocation et sa chute, on peut se reporter au texte de Pierre Bergougnoux, intitulé B-17G, dans lequel l'auteur, en sus de ses habituelles qualités, témoigne d'une connaissance de l'aéronautique militaire digne d'un vétéran de la 8e Air Force. En ce qui concerne la forteresse numéro 42 29 928, ce n'est qu'après la mise hors service de son alimentation en oxygène, puis la perte d'un de ses 4 moteurs et de sa dérive, que le pilote, le premier lieutenant Olof Ballinger, donne l'ordre d'évacuation, et c'est à cette occasion que se confirme, car elle s'était déjà manifestée auparavant lors d'une série d'explosions ayant touché au sol un B-17 en train d'embarquer sa cargaison de bombes, la vocation héroïque de Francis Edward Bud Owens, mitrailleur de sa bord, né 20 ans plus tôt dans une famille nombreuse et rurale de Pennsylvanie. Bien que la brève carrière de Bud Owens aligne tous les poncifs, à commencer par cette humble naissance, d'une vie de héros fabriquée par la propagande d'un État, quelque chose comme la vie de Lei Feng, ce jeune soldat chinois parangon de vertu, dont il est vraisemblable qu'il n'a jamais existé, rien ne permet de mettre en doute la réalité de ces 3 épisodes les plus remarquables. Celui de l'accident susmentionné, lors duquel Bud Owens aurait exposé sa propre vie pour sauver celle d'un de ses camarades, et les 2 qui vont suivre à l'occasion de la perte de l'avion, puis de la traversée des Pyrénées. Lorsque l'ordre d'évacuation est donné le 4 juillet 1943, en milieu de journée, 3 des 10 membres d'équipage sont déjà morts, touchés par des projectiles ou des éclats. Avant de sauter lui-même, et il n'est pas difficile d'imaginer à quel point n'importe qui serait impatient de le faire, à bord d'un avion en flammes, aspergé du sang des camarades et sur le point de s'écraser, Bud Owens, constatant que l'opérateur radio John Lane est trop gravement blessé pour se harnacher lui-même, prend le temps de lui ajuster son parachute, de le traîner jusqu'à la trappe d'évacuation et de le précipiter au dehors. À demi inconscient, John Lane sera capturé par les Allemands, mais il survivra à ses blessures et ne mourra aux États-Unis que longtemps après la fin de la guerre. Quant à Bud Owens, ayant atterri dans un champ près de la Coulonche, il est secouru par un agriculteur et caché dans une grange où le rejoint bientôt Olof Ballinger, le chef pilote de l'avion abattu, que son parachute a déposé dans le même périmètre. De granges en étable, les 2 aviateurs séjourneront ensemble près de 2 mois dans l'Orne, autour de Flers, avant d'être transférés à Paris, tout d'abord en banlieue, puis du côté de la Porte Saint-Martin. Ils y resteront plusieurs semaines de nouveau, passant d'une planque à une autre, dans une monotonie et une précarité auxquelles la bonne volonté de leurs hôtes successifs ne peut guère remédier. Si la personnalité de ces derniers nous est inconnue, dans le cas du séjour parisien d'Owens et Ballinger, on sait que les helpers, d'une façon générale, sont issus de toutes les classes de la société et de tous les milieux, et que leur mode de vie suscite parfois la même perplexité chez les anglo-saxons qu'ils hébergent qu'au XVIIIe siècle, chez les navigateurs, les mœurs des populations supposées primitives. Ainsi de cet aviateur britannique, Harry Stanley Camish, dont le témoignage est reproduit dans un livre intitulé « Aussi hautes soient les montagnes ». Survivant d'un bombardier Lancaster abattu le 25 février 1944 au-dessus de la Lorraine et recueilli à Amberménil par un couple de cheminots, Camish est un peu décontenancé lorsque ses hôtes, au moment d'aller se coucher, l'invitent à les rejoindre sous leur couette, faute d'un autre endroit où dormir, tout en lui désignant un pot de chambre pour ses besoins nocturnes. Et un peu plus tard, ce même aviateur est convoyé jusqu'à Paris par un aimable pourvoyeur du marché noir qui lui offre ses services et une bicyclette dont le pneu avant est dépourvu de chambre à air, pour peu qu'il se charge comme lui de 25 kilos de produits frais destinés à des restaurants de la capitale.
Cité par Jean-Michel Dosier et Fred Ramsay dans un texte inédit intitulé L'éviasion de l'aviateur Milton Ramsay à travers la France occupée et les Pyrénées commingeoises avec l'aide des French Helpers, l'aviateur susnommé, de son côté, raconte comment il a dû manger la tête d'un lapin, ou au moins la cervelle de celui-ci, pour complaire à son hôte, un militaire à la retraite. Afin de limiter les risques d'être reconnus et arrêtés, d'autre part, les aviateurs alliés doivent veiller, quand ils sortent, à ne pas marcher les mains dans les poches ou fumer à la manière américaine, quelle que soit cette manière de fumer, et pour ce qui concerne les Britanniques, à ne pas rouler à bicyclette du mauvais côté de la route, et à recalibrer leurs moustaches si celles-ci ont pris trop d'ampleur. Mais les recommandations qu'on leur fait n'empêchent pas certains de prendre des risques inconsidérés, tel cet aviateur américain qui, à l'automne 1943, se fait photographier par la fille ou le fils de ses hôtes au zoo de Vincennes, devant 2 militaires allemands reconnaissables à leur uniforme. Document reproduit dans le livre déjà cité de Claire Andrieux. Dans ses mémoires inédits, l'aviateur Milton Ramsay cite même le cas d'un de ses camarades, un bombardier du nom de Walter Meldridge, qui dans le métro parisien, par jeu, aurait déboutonné subrepticement l'étui à pistolet d'un officier de la Luftwaffe, puis le couvercle de la boîte contenant son masque à gaz, un geste évidemment insensé, et qui fait dire à Ramsay, de ce Walter Meldridge, qu'il semblait ne jamais saisir la gravité de la situation.